Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 88e, je crois, épisode de Over the Results consacré à Great Balls of Fire. Voilà, donc sans plus tarder, je vous invite encore une fois à aimer la vidéo si vous avez aimé le pay-per-view et à laisser un pouce rouge si vous l'avez pas aimé. Moi, je vais pas garder plus de suspense. J'en ai parlé sur Twitter et les gens savent que je n'ai pas aimé ce pay-per-view et donc pas du tout aimé, je l'ai même détesté. Donc d'avance, je vais essayer d'être le plus objectif possible, même si c'est compliqué. Ça a toujours été le fil rouge des Over the Results, l'objectivité. Donc je vais essayer de ne pas être de mauvaise foi. Encore une fois, je m'excuse parce que je suis pas entré dans ce pay-per-view. Je trouve que à part le Ambulance match, le reste ça ne va pas forcément. Donc on va en parler tout de suite. Et donc le premier match, Bray Wyatt bat Seth Rollins. Et vous le voyez à la note, je pense que vous êtes en train de vous arracher les cheveux. Non, j'ai trouvé ce match ennuyant à souhait. Ça fait, pour vous dire, un an que j'attends cette rivalité. J'en ai parlé avec Ambarek, donc à qui je fais un coucou si jamais il regarde cette vidéo. Il y a à peu près un an, lorsque Rollins avait fait son face turn dans le match Fatal 4-Way, donc pour le titre universel, pour définir le deuxième champion universel. Que le match qui avait été remporté par Kevin Owens, et ça fait depuis là que je me dis ce serait bien d'avoir une rivalité Wyatt-Rollins, étant donné que les deux ont énormément de potentiel, que c'est certainement les deux meilleurs actuellement dans le roster de Raw et qui font partie de mes lutteurs préférés. Or, en attendant cette rivalité depuis un an et en voyant la rivalité qui est juste nulle, elle est fade cette rivalité, on va se le dire. J'adore Rollins, j'adore Wyatt, mais cette rivalité ne mène à rien, il n'y a pas grand chose qui se passe. Rollins affronte Kurt Hawkins. Même Rollins actuellement, je trouve qu'il est dans un moment un peu mort, étant donné qu'il a même pas de nom pour sa prise de finition. Et on sait même pas si c'est sa vraie prise de finition. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose à faire avec ces deux-là, et qui ne sont pas faits, et je me suis dit, ça va se faire sur ce match-là. Il va y avoir quelque chose d'énorme, et vu leur talent, ça va être bien. Le problème, c'est qu'il n'y a absolument rien qui se passe. Le seul moment que je vais retenir, c'est où Wyatt va fracasser Rollins dans la barricade à l'extérieur du ring, sinon, zéro moment à retenir. Je me suis fait chier, mais alors totalement. Et ce qui m'a vraiment poussé à mettre un 0 en perso, c'est le finish. Je me suis dit, est-ce que je vais mettre 0,5 ou 1? Et j'ai vu le finish et je me suis dit, non, non, c'est tout sauf intelligent. Alors que Bray Wyatt gagne, je trouve que c'est normal. Il fallait qu'il gagne pour plus être dans les tréfonds du roster. Donc ça pour moi c'est normal. Mais la façon dont s'est fait le finish, un étranglement des yeux, plus Sister Abigail et basta en 11 minutes ou 12. Comment vous dire que Seth Rollins a affronté Triple H dans un match où il était censé être blessé, et que ce soit en vrai ou pas, il était censé être blessé, il a battu Triple H, Bray Wyatt a remporté l'Elimination Chamber en février, ou en mars, non c'était plutôt en février, cette année, il était champion de la WWE, et on se retrouve à ça, un étranglement des yeux qui fait perdre Seth Rollins, qui a eu 8 mois de règne de champion de la WWE il y a 2 ans. Ouais. Ouais. Non. Non. Non, pas du tout, non. Non, je comprends pas cette décision. Pourquoi on n'a pas eu un match de 20 minutes avec un finish match normal où on aurait pu enchaîner avec, je sais pas, une ou deux prises de finition de Seth Rollins avec 2, voire 3 Sister Abigail pour battre Rollins. Parce que là, à la limite, il le fait presque clean, quoi. Un étranglement des yeux, ça se fait dans tous les matchs aujourd'hui. Donc, j'espère vraiment qu'il y a un match revanche à SummerSlam et que cette fois-ci, ça passe beaucoup mieux. Parce que là, comme vous le voyez, j'ai mis 4,5 sur 10 et j'ai vu, je fais un coucou à Franck et à Mehdi qui me disaient plutôt, non, franchement, t'es trop sévère pour une fois parce que Franck m'a dit qu'il aurait mis 6 et Mehdi aurait mis 7,5. Moi, j'ai essayé d'être objectif, j'ai pas du tout aimé ce match-là, j'ai mis 0 en perso. Admettons, Mehdi met 3 en perso, dans ce système de notes, il arrive à ses 7,5 et Franck met 1,5 au lieu de 0 comme moi, et il arrive à ses 6, vous voyez. Donc je pense que je suis objectif, de toute façon le personnel ça peut pas être objectif, c'est du personnel, c'est d'après ce qu'on ressent, mais le reste j'ai été objectif je trouve, et pour moi ce match mérite à 4,5 parce que je suis dégoûté de voir un match comme ça, qui est juste nul à chier pour moi, et encore une fois ce n'est que mon avis, hein. Je tiens à le préciser, vous avez raison de l'avoir aimé, hein. Je dis pas que j'ai raison. Mais pour moi, non, non, clairement pas. Ça fait un an que j'attends et on arrive à un truc pareil. Non, donc on passe ce match-là. Deuxième match, Big Cass bat Enzo Amore dans un match de 5 minutes. Et j'ai marqué que c'était pratiquement un squash match. Donc c'est presque chiant en fait, avec un rythme horrible.
En plus, le match dure moins longtemps que la promo d'Enzo Amore qui était assez saoulante à part le début. Mais, alors là, je vois déjà des personnes comme Sanity ou des gens qui sont vraiment très calés, si je peux dire ça comme ça, me dire, non mais attends, tu mets 5 sur 10 sur ce match-là et tu mets moins, enfin tu mets plus que le premier match, l'opener. Bah oui, bah genre, le premier match c'était l'opener, c'est censé donner envie, ça m'a pas donné envie. Ce match-là, pour moi, contrairement au premier, il est totalement logique, en plus d'être prenant. Pourquoi? Parce que tout ce que j'ai dit dans le premier match, c'est un manque de logique pour moi de la part de la WWE. Là, ce match-là, il pouvait pas être bon avec un squash match. Pour moi, dans tous les cas, on n'est pas un Lesnar contre Rollins ou je ne sais pas qui. C'est Big Cass contre Enzo Amore, donc forcément, ce match n'allait pas atteindre les 6. Mais c'est logique. Big Cass joue son rôle de heel à merveille, avec un thème qui lui va, mais qui lui correspond parfaitement. C'est exactement ce que j'imaginais pour lui. Et Amore joue son rôle de victime à merveille également. Donc, même si effectivement le in-ring est totalement inexistant, eh ben, le match est logique et c'est ce qu'on attendait. Un Big Cass qui est, entre guillemets, crédible et qui est bien il à fond et qui est donc prêt par la suite, par exemple, pour affronter le Big Show à SummerSlam. Vous voyez, des trucs comme ça, enfin, une logique à ce match-là et on l'a eu au contraire du premier. Et pour moi, le premier était illogique as fuck. Donc voilà, donc pour moi, je mets plus que le premier match, mais pas énormément. Donc je mets 5 sur 10. Ok, donc là on va passer à un gros paquet. Cesaro bat les Hardys pour conserver leur titre par équipe de Raw dans un bon match. Je vais pas dire l'inverse. Vous le voyez, j'ai mis 7 sur 10. Je vais m'expliquer pourquoi j'ai pas mis plus. Premièrement, je vais vous faire un descriptif des tombées dans l'ordre. Donc le premier tombé intervient après 16 secondes lorsque Cesaro distrait Matt Hardy qui se reçoit un brogue kick de Sheamus vu que c'était l'homme légal au tout début du match. Donc on a 1-0 pour Cesaro. Deuxième point, encore une fois pour Cesaro après 9 minutes 45, après une prise de la troisième corde sur Jeff Hardy. Donc là, on arrive à un moment où je crois que c'est la première fois depuis le retour que Jeff et Matt se ramassent à tomber jusqu'à 3. Donc on est à 2-0 pour Sheamus et Cesaro. Ensuite on a le premier point pour les Hardys après 12 minutes 52, après un twist of fate de Jeff sur Cesaro. Puis on a dans la foulée, 4 minutes après, pile 4 minutes après, le troisième point pour Cesaro par pinfall. Jeff Hardy va enchaîner sur le deuxième point pour les Hardys en faisant un tombé sur Cesaro après un backslide après 23 minutes. Donc on en est à 3-2. Et c'est à partir de là pour moi que ça se complique dans un certain sens. On a le troisième point des Hardys après 17 minutes 5, donc il reste un peu moins de 3 minutes. Donc après un twist of fate de Matt Hardy sur Sheamus depuis la troisième corde, pour le moment on arrive à 3-3. En termes de points, je trouve que c'est très bien amené et c'est ce qui m'a vraiment plu dans ce match-là. Mais on a le quatrième point pour Cesaro alors qu'il restait 29 secondes. Et mon Dieu, c'est quoi pour un tombé? C'est quoi pour un tombé? En fait, on a Matt Hardy, je crois qu'il va faire un... Enfin, Matt Hardy et Sheamus vont se faire un double coup de la corde à linge. Et Jeff Hardy va enchaîner pour faire sa Swanton Bomb. Et au moment où il voulait faire le tombé, Cesaro le prend et lui fait un compte rapide en fait. Ça va jusqu'à 3. Le problème, et là je vais amener la preuve, c'est que quand on s'appelle Jeff Hardy pour moi, on n'a pas le droit de faire des botches pareils. Regardez maintenant, je vais vous afficher une photo. C'est entre le compte de 2 et de 3 de l'arbitre. Vous voyez que la main de l'arbitre n'est pas au sol encore. Donc le match n'est pas terminé. Et Jeff Hardy, avec sa grande carrière et son expérience, arrive encore à décoller son épaule droite, si je dis pas de bêtises, du sol. Donc, soit c'est un immense botch, et je trouve ça mais détestable au point de vue que dans ce match-là, il n'y a eu que des botches quasiment, et je vais en parler un peu plus tard. Soit c'est fait exprès pour amener encore un match revanche, mais ça me plaît pas parce que ça fait depuis WrestleMania qu'on a cette rivalité, donc il est temps de s'arrêter. Donc dans tous les cas, ça m'a gavé. Après, ça c'est quand même bien fait. On voit Jeff Hardy qui essaie de rattraper Cesaro, qui arrive à le rattraper sur le ring, qui lui fait un twist of fate, mais le compte n'ira pas jusqu'à 3 parce que le temps imparti est écoulé. Donc pour ça, ça passe bien. Mais cette erreur de Jeff Hardy, erreur ou non, dans tous les cas, je trouve que c'est inadmissible. Ça me saoule et ça me pète mon match. Pourtant, c'est un détail, mais je trouve que c'est pas normal d'arriver à un niveau pareil. Faire un match, un Ironman match de 30 minutes, donc je tiens quand même à saluer la performance des 4 lutteurs parce qu'il faut le faire. Et se ramener à la fin avec un truc pareil. Donc ça m'a déjà bien dégoûté. Ensuite, le gros défaut de ce match-là, pour moi, c'est Cesaro. Pour moi, Cesaro est totalement à côté de son match. Alors, il y a des moments où il arrive à être un peu au même niveau que les autres.
Il m'a même fait rire au bout d'un moment quand il dit à Sheamus, hey, prends ton temps. Ça me fait vraiment penser genre à une équipe de foot qui gagne à 0 en finale de Champions League et qui font un peu d'anti-jeu, vous voyez, parce qu'ils ont de l'avance. Et ça, c'était au moment du 3-1 d'ailleurs. Et ils prennent vraiment, ils disent on prend notre temps parce qu'on a le temps de gagner ce match-là. Mais Cesaro est totalement à côté de son match, je suis désolé. Pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas quand il fait tout le temps déjà le même botch. Vous savez, Matardi, des fois, il prend, en l'occurrence à Cesaro, et il lui fait cogner la tête plusieurs fois sur la troisième corde, après la deuxième et après la première. Et Cesaro fait toujours un coup en plus alors que Matardi ne le touche plus. Donc c'est là déjà, je crois que c'est la deuxième, c'est pas troisième fois qu'il fait ça, et ça m'agace. Et puis on le voit qu'il est totalement à côté de son match. Déjà entre Matardi et Cesaro, ça ne passe pas. Je trouve qu'il n'y a aucune alchimie entre ces deux-là, ça ne passe pas du tout. Et on voit que Cesaro est totalement à côté de ses pompes. Il fonce une fois dans le caméraman. Vous allez me dire, ça peut arriver. Mais je trouve que ça fait un peu beaucoup pour lui quand même. C'est un bon lutteur et je trouve que là, j'ai pas du tout aimé ce qu'il a proposé. Donc c'est pour ça aussi que j'ai mis 0 pour le botch. Donc après Cesaro et le fail de fin de Jeff Hardy, je pouvais pas mettre plus. Sinon, comme je l'ai dit, franchement, il faut saluer la perf des 4 lutteurs. C'est quelque chose quand même. Sheamus a failli ne pas se reprendre de tomber dans ce match-là. Il se l'est repris que à la fin. Non, vraiment, il y a quand même quelque chose. C'est pour ça que j'ai mis la note de 7 sur 10. Mais il y a beaucoup trop d'inapproximation et de défauts pour moi dans ce match-là. Il aurait pu atteindre le 9 assez facilement pour moi, donc c'est dommage. Sasha Banks bat Alexa Bliss par décompte à l'extérieur. Je suis désespéré. Donc déjà par rapport au finish, vous l'avez compris, mais parce que le match est pas mauvais, sans être ouf non plus, il est pas mauvais. Et là, ce gros finish de merde, genre, oh, je vais partir. Voilà. Je vais prendre ma ceinture, je vais me casser, voilà. Tout ce qu'on déteste, c'est la solution de facilité. Je vais pas vous faire de détails dans ce match-là, vous avez tout en bas et j'ai même pas envie d'en parler. Juste que l'après-match, où Sasha Banks va rattraper Alexa Bliss et elles vont se tabasser vers la table des commentateurs, c'est tout simplement plus intéressant que le match en lui-même. Donc voilà, et puis j'en peux plus. Sasha Banks c'est surcoté du cul, on va de nouveau l'avoir à SummerSlam pour le titre. Ça m'énerve. J'ai mis pile la moyenne et je me trouve généreux, j'ai mis 6 sur 10. Cinquième match, le Miz bat Dean Ambrose pour conserver son titre intercontinental dans un match assez moyen. Je dois vous avouer que j'ai eu pas mal de mal à rentrer dans le match. Et puis j'ai commencé à m'emmerder en voyant Ambrose totalement surjouer sa blessure au genou gauche. Je trouve que c'est inadmissible de vendre une blessure comme il le fait à ce niveau-là. Non mais le mec, non. Genre, t'as Parkinson à ta jambe ou quoi, mec? Tu peux pas faire normalement et simuler une blessure comme tout le monde. Non, il faut que t'en fasses toujours des caisses. Dean Ambrose et Sasha Banks, pour le moment, c'est vraiment les deux lutteurs que je ne peux plus voir à la WWE. Je sature avec eux et ce genre de choses, Dean Ambrose, non, c'est plus possible. Mais c'est clairement plus possible. Je trouve qu'il a besoin d'un lutteur, Dean Ambrose, pour le sauver parce que là, lui, il est dans les tréfonds, mais on peut le voir là. C'est-à-dire qu'on voit les tréfonds de la WWE et ça me fait vraiment chier. Et puis j'ai commencé à surkiffer, vraiment, la toute fin de match, à partir du moment où Maryse met le pied de son mari sur la corde pour casser le tombé, donc après le Dirty Deeds de Dean Ambrose sur le Miz, je trouve que ça s'enchaînait très très bien et c'est ce qu'on aurait dû avoir durant tout le match en fait. Parce qu'on voit Miz Ambrose, c'est quelque chose qu'on a déjà vu 500 fois et je trouve que, on va dire, les 2 dernières minutes du match sont agréables à regarder, très agréables à regarder et voilà, je mets un peu ma mauvaise foi de côté, franchement ça passe plutôt bien, mais ils auraient dû faire ça durant tout le match, donc encore une fois je mets pile la moyenne 6 sur 10, mais c'est vraiment, ce show est très minimaliste selon moi. Et là, mamma mia, enfin quelqu'un qui vient sauver ce show. Braun Strowman bat Roman Reigns dans un ambulance match, et j'ai marqué ce match est tout l'inverse de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que c'est extrêmement intelligent. La façon dont ils luttent, la façon dont c'est écrit et dont ça se passe, vraiment. Déjà, les deux ciblent vraiment la blessure de l'autre et de manière brutale, c'est-à-dire que, par exemple, Roman Reigns va vraiment cibler l'épaule droite, si je dis pas de bêtises, avec une chaise. Je trouve que c'est très bon parce qu'il y a une sorte de storytelling. Donc les deux ont été blessés au bout d'un moment, ils sont absentés. D'ailleurs, notamment, le ambulance match n'est pas là par hasard, vu que ça fait partie un peu du storytelling. Je vous rappelle que Braun Strowman avait balancé entre guillemets, l'ambulance quand Roman Reigns était dedans. Donc vraiment, ce match est bien écrit, bien fait, bien effectué, et vraiment, il n'y a rien à dire. Le match est brutal, et puis même au niveau de la fin, je trouve que Strowman gagne, mais c'est intelligent parce qu'il va gagner grâce à une ruse. Il va éviter un spear. Je crois que c'est la première fois que ça arrive dans un ambulance match. Il va éviter le spear et c'est Roman Reigns qui va entrer direct, de lui-même en fait. Il va parce que, pour une fois, on n'a pas un lutteur qui va amener un autre dans l'ambulance
parce qu'il était blessé ou parce qu'il était fatigué. C'est vraiment une ruse. Et je trouve que c'est très bien amené parce que ça décrédibilise pas du tout Reigns. Et en plus, ça le décrédibilise encore moins avec la fin. Quand on voit l'ambulance revenir en fait dans les backstage, vu que Roman Reigns va réussir à remettre après le match Braun Strowman dans l'ambulance, aller dans les backstage, enfin dans les backstage, non, dans le parking, et puis va reculer sur un camion et donc l'ambulance va être défoncée alors que Braun Strowman était tout le temps dedans. Et ce qui est encore plus intelligent après ça, c'est qu'ils font relever Braun Strowman avec un œil en sang et il va se relever de lui-même. Donc, résultat, on a Braun Strowman qui gagne, on a Roman Reigns qui n'est pas décrédibilisé, qui peut toujours être challenger numéro 1 au titre universel à SummerSlam, et on a un Braun Strowman qui finalement s'est fait totalement fracasser mais qui est de nouveau debout. C'est du génie. C'est du génie, c'est ultra bien pensé. J'ai mis à 10 sur 10. Ensuite, je vais pas changer de présentation. Là, je vais laisser comme c'est. On a Heath Slater qui bat Kurt Hawkins après 2 minutes de match. Donc, j'ai fait un sondage sur Internet, sur Twitter, pour savoir si je devais noter ce match-là. Et donc, le noter à 0 sur 10, parce que ce match est juste... Je trouve que c'est un manque de respect pour Hawkins et Slater, mais je vais y revenir plus tard. Ou s'il était innotable... Et donc je le laissais de côté. Et vous le voyez, donc je crois à 83%, vous avez jugé qu'il était annotable. Et vous sauvez clairement ce show en mettant ça, parce que sinon il aurait eu l'avant-dernière place, mais je reviendrai plus tard. Non, donc cet angle sert très clairement au fait qu'il faut rendre crédible le fait qu'il y ait les pompiers ou je sais pas qui interviennent pour pouvoir libérer la porte, puisque Braun Strowman est enfermé dedans. Donc il fallait genre 2-3 minutes pour les faire amener, parce que sinon ça aurait pas été crédible. Genre tu les appelles, ils viennent directement, ils sont là au bout de 30 secondes, c'est pas crédible. Ok, là je comprends. Mais pourquoi pas avoir fait une interview de Roman Reigns en backstage, comme ça on reste dans le thème. Là on met Slater et Hawkins, et au bout d'un moment, dès que les pompiers ou l'ambulance ou je ne sais pas qui arrive dans le parking, on va plus voir le match. On va juste entendre Jojo, je crois, qui dit Heath Slater, le vainqueur Heath Slater. On voit même pas la fin. Non mais à la place de Slater et Hawkins, mais je crois que je partirais, très clairement. Franchement, c'est un manque de respect. Alors déjà, quand j'ai vu ces deux-là arriver, je me suis dit, mais sérieusement, déjà il y a un Finn Balor contre Elias Samson qui attend, mais on nous fout ce match-là. Ok, mais en plus de ça, ils sont carrément foutus de leur gueule, quoi. Je trouve ça dommage, ils auraient pu faire les choses autrement, et je pense que c'est de nouveau pas intelligent de la part de la WWE d'avoir mis ce match-là, et moi j'aurais pensé, je trouve que ça aurait été préférable de mettre une interview de Roman Reigns pour avoir son avis sur ce qui vient de se passer et ce qu'il vient de faire. On serait resté dans le thème et après on aurait directement enchaîné avec les secours qui arrivent pour défoncer la porte pour que Braun Strowman sorte. Voilà, j'ai pas apprécié encore une fois, mais grâce à vous, vous sauvez ce show et on le laisse annotable. Et enfin le main event, Brock Lesnar bat Samoa Joe pour conserver son titre universel. J'avais dit que je voulais pas trop me plaindre, mais là je suis dégoûté. Le match semblait être bon. Après 5 minutes, je me dis, ouais, franchement, on a un Joe qui essaie des coquinap clutch, pardon, et on a un Brock Lesnar qui est un petit peu en difficulté. En plus, avec un très bon avant-match, une tornade vraiment, où on a un Samoa Joe qui défonce Brock Lesnar à travers une table des commentateurs, je me dis, franchement, chapeau. Ils arrivent à me donner la hype. Et puis, 6ème minute, Joe perd. Alors déjà, que dire? Brock Lesnar n'est pas Goldberg. Il fait des matchs de plus de 20 minutes et il les fait très bien. Pourquoi mettre un match de 6 minutes dans le main event? Vous savez que je déteste ça. Ensuite, vous voulez faire passer Joe pour le mec fort. On a une rivalité incroyable. Joe est pratiquement invincible et même Lesnar semble un petit peu méfiant. Et donc, vous allez me dire que Joe perd après seulement 5 souplesses et un F5. Pourquoi ne pas avoir joué avec nous, avec nos nerfs, sur le suspense, en rajoutant plusieurs minutes, en nous faisant croire que Samoa Joe pouvait faire abandonner Brock Lesnar, ou en tout cas le mettre dans les vapes et devenir nouveau champion universel, mais non, au lieu de ça, on a quoi? On a un Lesnar qui bat Joe après un F5. On a des Cena qui se ramassent 4 F5 et qui perdent au bout du 4ème dans une rivalité qui était de loin pas aussi bien que celle-là, et là, 5 souplesses, un F5, terminé, basta, au revoir, on passe à Roman Reigns, donc Joe était vraiment un challenger de transition, mais un challenger de transition de luxe. Et franchement, si Joe redescend dans le mid-card ou même dans le low-card, mais je ris. Je pense que je vais plus jamais le voir de la même manière, un peu comme un Bray Wyatt, quoi. C'est dommage, franchement je suis déçu, je suis dégoûté, j'espère que je n'aurai pas trop massacré ce show parce que vous allez me tuer, sinon vous savez que
Enfin, je sais que vous n'aimez pas quand je suis trop de mauvaise foi, mais là, je suis désolé. J'ai mis 6,5 sur 10. Je peux pas faire mieux, quoi. Je peux pas faire mieux. Je ne peux pas faire mieux. Voilà, si on additionne toutes ces notes et qu'on divise par, et justement, votre rôle intervient. Si on aurait accepté le 0 sur 10 de Sater contre Hawkins, on aurait donc divisé cette note par 8, et on serait arrivé à 5,63, le pire pay-per-view étant Night of Champions 2007 qui a 5,61. Donc on aurait été tout proche de la catastrophe, mais tout juste pas, il aurait été bon avant-dernier. Mais là, donc, vous avez décidé qu'on ne notait pas le Slater contre Hawkins, donc on divise par 7, et on arrive à la note de 6,43 sur 10. Ce qui en fait un des plus mauvais chocs que j'ai jamais analysé, c'est mon 98e de choc, j'analyse, étant donné que je prends de l'avance pour arriver au 100e et jusqu'à WrestleMania 34, donc ça arrivera pour la 125e je crois, donc j'ai tourné 98 analyses et il a la 89e place. Seul Fastlane a fait pire cette année, et Fastlane il faut quand même le faire. Donc on est proche d'un pay-per-view, on aurait pu avoir le deuxième pay-per-view qui n'atteint pas la note de 6 minimum. Grâce à vous, on arrive à 6,43, mais je suis vraiment très très déçu. Et je pense que d'avoir une analyse très longue pour une fois, ça vous fera plaisir, je pense. Moi, ça me fera plaisir aussi. Je pense que vous aurez cette analyse aux alentours de 19-20 heures, vu qu'elle dure long. Mais ouais, je suis vraiment déçu, je m'attendais à mieux. Et ce qui m'a le plus dégoûté quand même, je dois vous avouer que c'est le main event et l'opener. Vraiment, les deux extrémités du show, on va dire ça comme ça, m'ont déçu et je suis passablement dégoûté. Je remercie Strowman et Roman Reigns qui, j'aurais jamais pu penser dire ça il y a 2 ans, mais sont les deux hommes, les deux meilleurs hommes à Raw en ce moment. C'est eux qui nous proposent le meilleur contenu et de très très loin. Avec Joe Lesnar dans la rivalité uniquement. Vraiment, je pense que ce soir je vais regarder le Raw uniquement pour Roman Reigns, en espérant que les deux soient là. Mais sinon le reste m'ennuie et c'est fort dommage je trouve d'en arriver à ce point là. Et pour moi SmackDown, même si ça a baissé depuis le Superstar Shake-Up, est quand même largement au-dessus. Voilà. Déjà je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, encore une fois n'oubliez pas le like ou le dislike. Je suis désolé, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas quand je dis ça, mais n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez ce que je fais. Franchement c'est pas grand chose, c'est pas quémander, c'est juste cliquer sur un bouton et ça m'aide. L'objectif c'est d'arriver à 2000 abonnés, je serai vraiment content quand on y arrivera. Et voilà, c'est juste pour me faire plaisir. Si vous avez regardé cette vidéo, prenez le réflexe, et si vous l'avez aimé surtout, de vous abonner, voilà. Encore un petit détail avant de terminer cette vidéo, je tiens à vous avertir que la semaine prochaine je serai en vacances. Donc j'ai tourné la vidéo pronostic de Battleground dans 2 jours, donc je n'aurai pas tous les matchs. Et il n'y aura pas de Over the Results, donc le prochain ce sera Battleground dans 2 semaines. Mais je réuploaderai le Over the Results France, qui sera renommé en puissance catch, donc qui est les analyses de show français. Le premier, donc je vais réuploader le premier épisode, donc si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous rends attentif et je vous invite à le revoir la semaine prochaine, donc le lundi. Et j'ai déjà tourné d'autres puissances catch sur le show est à vous de l'Aya Catch. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder ça. Si vous aimez le catch français, regardez mon avis. Et voilà, et on se retrouve dans 2 semaines pour Over the Results. Voilà. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo. Soyez vraiment gentils avec moi dans les commentaires. C'est très très rare que je me plaigne des pay-per-view. Ça doit être le 7ème à tout péter sur 88. Donc voilà, c'est très très rare. Je pense que je fais partie des personnes qui sont le plus satisfaits en regardant le contenu de la WWE. Mais j'ai le droit, moi aussi, de faire mes petits coups de gueule de temps en temps. Voilà. Bref, encore un grand merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et à tout bientôt pour la suite de la chaîne.